Bien, bonjour pour ce 7e épisode de la saison 2 des DevApps Meetup. Aujourd'hui, on va avoir deux parties. Une première partie concernant les actualités et puis une deuxième partie concernant l'accès à la base de données. Voir un petit peu comment on fait ça. Et donc voilà. Merde, putain. On peut bien recommencer le. Le merde, putain, oui. On peut recommencer. Oui. Vous aimez DevApps? Alors venez nous soutenir en vous rendant sur tipeee.com/devaps et laissez-nous un petit tip. Merci d'avance pour votre participation. tipeee.com/devaps. Donc concernant les actualités, alors moi ce que j'ai noté, c'est concernant Edge. Edge, on a 3 nouveautés. Une première nouveauté, c'est qu'on a le WebView 2 qui est maintenant disponible. Alors disponible uniquement si vous faites du développement en C++. Alors le WebView 2, ça vous permet d'intégrer le nouveau moteur d'Edge au niveau de votre application. Pour l'instant, il n'y a que la version C++ qui est véritablement disponible pour tout le monde, sachant que la version pour les applications C#, etc., sera disponible normalement d'ici la fin de l'année. Et pour WebUI uniquement au début de l'année prochaine. À partir de la build 88, on a ce qu'on appelle le Startup Boost, c'est-à-dire que Edge se lance automatiquement en arrière-plan et vous permet d'avoir notamment tout ce qui est système de notification, etc. Au niveau du lancement de votre de Windows, quoi. Concernant les applications PWA, on a donc Windows, de plus en plus Microsoft essaye de promouvoir les applications PWA, notamment au niveau d'Office. Et donc, il y a un certain nombre de Windows users insiders qui ont déjà pu pouvoir tester l'installation automatique de Windows de Office en tant qu'application PWA. Ce que j'avais repéré aussi, il y a une news qui est apparemment Microsoft est en train de travailler pour 2021, donc c'est pas pour tout de suite, mais sur une nouvelle interface de Windows 10. Donc ils sont en phase de réflexion pour pouvoir se dire on va moderniser l'interface graphique, donc menu démarrer, gestionnaire de fichiers, préférences, etc. Le but étant d'alléger l'ensemble et le rendre plus moderne, et d'être mieux adapté aux multiples terminaux ciblés. J'espère qu'ils vont pas enlever le bouton démarrer. Ils vont peut-être le rappeler, le renommer démarrer. Ce serait la bonne époque. Déjà, il n'y a plus de nom alors. Oui, quand tu restes dessus, il y a démarrer dessus. C'est vrai, c'est marqué Start. Ah oui, ouais, putain, ils sont nuls. Pardon. Exact. Et alors encore une autre news que moi j'avais repérée, c'est les extensions de Visual Studio, aussi dans des phases de réflexion, à croire que cette phase de fin de vacances, ça leur permet de réfléchir à des nouvelles fonctionnalités. Ils sont en train de repenser l'architecture des extensions de Visual Studio. Et donc, notamment pour éviter le problème où actuellement les extensions, elles sont dans le cœur même, je veux dire, de Visual Studio. Donc, elles fonctionnent dans un mode qu'ils appellent InPros. Donc, ça permet à des extensions de communiquer entre elles, mais évidemment, si elles plantent, de faire planter l'entièreté de Visual Studio. Donc là, ils sont en train, paraît-il, de revoir l'architecture. Donc, il y a même un petit sondage qu'ils fournissent pour pouvoir, un petit questionnaire, pour pouvoir demander comment on les utilise, depuis combien de temps, dans quelle plateforme, etc. Enfin, quelle version de Visual Studio on utilise, et ainsi de suite. Je suppose pour les orienter vers les priorités avec lesquelles ils vont devoir développer ça par après. C'est pas ce que va faire ReSharper dans leur prochaine version, là, de faire un process à part pour leur calcul? C'est possible. Je n'ai pas regardé par rapport à ReSharper. C'est déjà le cas dans ReSharper, mais pour Visual Studio, en fait, c'est plus pour pouvoir supporter des modes comme VS Code, genre LiveShare, où tu as des extensions qui sont déportées aussi. Ouais, et puis aussi parce que c'est le gros bordel aujourd'hui, les extensions. Ton extension, elle crache à cause d'une autre, etc. Parce que les gens font pas les try cache comme il faut, là. Ça fait que tu as des VS qui sont assez peu stables et
On a des bug reports à cause d'autres extensions pas très stables. C'est pas le fun. Voilà, pour essayer de Oui, rendre puis- ça, effectivement, on avait plus à la VS Code. Ce qui serait pas plus mal. Bon, après, il faut y arriver. Il faut voir ce que ça va changer dans le développement aussi, parce que s'il faut revoir toutes les extensions pour faire ça, Ouais, ils ont partagé un petit bout de code là, mais c'est plus une simplification aussi du dev des extensions. Ouais. C'est le bootstrap là, minimum, il semble être plus simple. ah ouais. Bah, tant mieux. Et puis surtout le modèle objet auquel tu accèdes qui est beaucoup plus simple, quoi. T'aimes Tant bien en mieux, c'est vrai DTE? que- Ouais. Si j'ai une question là sur les news, là, le WebView 2, vous avez eu des nouvelles, j'en ai pas vu, concernant Blazor Hybrid? Parce que je me posais la question, Blazor Hybrid actuellement, il était utilisé en méga bêta Mhm. Ah, test. Blazor Hybrid, tu peux rappeler ce que c'est? C'est le fait d'utiliser, c'est Blazor Desktop. Voilà, il devrait le nommer comme ça, tout le monde comprendrait. En gros, tu as ton code dans un point .exe et qui est interprété dans. Ils avaient refait une WebView, je crois qu'ils l'avaient appelé comme ça à l'époque, à la place d'Electron, un truc comme ça. Enfin bref, peu importe. Et plus de nouvelles depuis longtemps. Et je me demande s'ils n'attendaient pas que Edge, enfin comment tu l'appelles, WebView 2, c'est ça? WebView 2. Ouais. Ils n'attendaient pas ça en fait. Je me suis posé la question en fait. C'est possible, dans mais le- ce serait logique qu'ils veuillent l'utiliser, puisque comme tu dis, Blazor Hybrid, c'est effectivement intégrer tout en autonome pour que l'application elle contienne le navigateur et ne soit pas dépendant aussi des mises à jour du navigateur du coup. Que ce soit un navigateur intégré, mais avec une version figée que tu as toi choisi en quelque sorte au moment où tu as développé, quoi. Ça me paraît très cohérent en fait, mais Ouais. plus de son, plus d'image depuis un bout de temps, et je trouverais que ce serait dommage qu'ils arrêtent ça, quoi. J'ai pas Enfin, qu'ils suivi, mais abandonnent j'ai ça. pas de nouvelles non plus, moi, je ne sais pas. Là, ils ont sorti la Ouais. WebView, ils ont sorti la WebView 2, je crois, mais seulement pour du C++. Ouais. Ouais. Je crois la .NET, elle est encore en preview, je crois, elle va pas tarder à sortir. Oui, mais c'est ce que j'ai dit il y a 5 minutes. Ouais. Oui, Oui, mais oui. ils écoutent pas. Non, c'est-à-dire c'est que ils vont faire après ils vont faire quoi? Ils vont mettre ça dans une ils vont mettre l'appli dans une WebView et un peu comme pour faire des applis la web ça sera le navigateur va remplacer la WebView. Enfin la WebView va remplacer le navigateur et on aura une appli dans le desktop, c'est ça le Pour hybride? Blazor Hybrid, ça marche déjà comme ça. J'avais pu essayer quand on avait fait Jamais essayé encore. le dernier gros podcast qu'on a fait avec Denis et Richard. En fait, tu pouvais télécharger ça. Donc, ils avaient déjà mis de côté Electron parce que beaucoup trop lourd. Et donc, ils avaient fait un WebView 0, je veux dire. Enfin, un Et du coup, Electron tu avais un bis, quoi. point .exe. Ouais, c'est ça, c'est un deuxième électron quoi. Ouais, et il voulait un truc plus light. Et en fait, justement, je trouvais que ça coïncidait avec quelque chose. Et ça marche bien. Tu faisais ton application Blazor, puis tu compilais, puis boum, tu avais un point .exe. Non, c'est classe. Ah, c'était impressionnant, que- quoi. Puis c'était fou. C'est après, Tu regarderas le sortir en podcast .NET 6, donc, DevD. J'avais fait le test et je Ah, j'ai montrais regardé. le DevD, DevApps. et la vision, je pense, c'est pour .NET 6 avec Maui, où en gros, le contrôle WebView qui sera fourni, parce qu'il y en aura sûrement un, ça va utiliser Edge en dessous, enfin Edge View 2 là, ou sur Xamarin ou autre, ça va utiliser le browser natif là. Ouais. Je pense qu'elle est un peu plus là, la vision .NET 6. Alors, entre-temps, je ne sais pas s'ils vont faire quelque chose là, mais Ils vont probablement sortir des composants intermédiaires, effectivement en preview et autres, mais peut-être qu'elle sortira en version définitive dans la version 6. Ouais. Le temps que ça se fasse. Déjà sortez le 5. la semaine Déjà, prochaine, c'est bon. Ouais. Ouais. Moi, ce que j'ai noté, c'est la sortie des nouveaux Raspberry Pi. Donc, je ne sais pas si vous vous amusez avec ça. Mais il y a deux nouveaux Raspberry Pi qui sont sortis. Un premier à 25 $ qui permet véritablement de s'amuser avec le minimum syndical. Et puis il y a également une version Raspberry Pi 400 qui est intégrée à l'intérieur d'un clavier. Donc vous achetez un clavier, à l'intérieur il y a le Raspberry Pi, vous le connectez avec
HDMI sur votre écran, et vous avez un ordinateur complet qui est disponible, quoi. Ouais, Donc, ça c'est pas mal. on a la dernière version de Visual Studio 2019, la version 16.7. Donc c'est vraiment de la mise à jour mineure qui a été portée. Il y a surtout une chose qui a été intéressante de la part d'Amazon, un assistant qui a été développé donc par Amazon et qui maintenant est en open source, qui permet d'analyser votre code et de voir sa portabilité dans une application .NET Core. Donc, il analyse votre application .NET, il regarde ce qu'il y a à l'intérieur, il regarde notamment les différents packages, et il vous dit quelles sont les différentes modifications qu'il faut faire au niveau de votre code pour pouvoir le porter en .NET Core. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Non, j'ai pas regardé. Mais ça existait déjà avant, ça, en application indépendante qui permettait de faire ça. Ouais, peut-être, ouais. T'as des exemples d'applications qui permettent de faire ça? Ouais. Il faudrait que je retrouve de mémoire. Il y avait une application qui te donnait la liste de toutes les compatibilités, notamment, et qui te donnait un fichier Excel avec ça, en disant voilà tout ce qui doit être changé. Si tu veux faire le portage. C'était pas intégré déjà de façon par Microsoft? Il y a un plugin qu'on peut rajouter sur Visual Studio pour analyser le code, pour savoir si on peut mettre un .NET Core. Ouais, moi c'était en application distincte, mais c'est possible, ouais, c'est ça. Il avait fait aussi à un moment donné il avait passé tous les packages NuGet, je pense, là-dedans, à un moment donné pour voir où ils en étaient au niveau de l'évolution, donc voir quelle était l'utilisation de .NET Core ou la compatibilité des packages NuGet existants dans .NET Core, de mémoire. Concernant Windows, on a la mise à jour d'octobre qui normalement a commencé à être distribuée. Personnellement, je n'ai pas été concerné, mais je ne sais pas si c'est votre cas ou pas. Non. Moi, elle est passée le soir même, enfin, dès que j'ai vu le message. Moi, j'ai toujours que dalle. Ouais. Ce sera en octobre 2021. Je crois que tu peux la forcer. Il y a un lien sur un site Windows qui te permet de pouvoir forcer la mise à jour. Ouais, moi il y a notamment, tu sais, l'histoire du meet-up, justement la possibilité de créer directement des rendez-vous dans la barre de tâches qui normalement devrait apparaître. Et moi, j'ai installé la KB correspondante et j'ai rien du tout qui apparaît. Je n'avais même pas vu qu'on savait le faire. Tout ce que j'ai vu, c'est que le menu démarrer, il avait changé. Ouais. Est-ce qu'on travaille plus vite? Parce que c'est ça qui m'intéresse. Est-ce qu'on est plus productif? Non, tu as déjà fait la mise à jour, donc déjà tu as perdu du temps. Ouais, j'ai perdu du temps. Mais la grosse information, c'est quand même que tu as Windows 10 X qui devrait normalement être disponible d'ici la fin de l'année. Ouh. Blanc, ça soulève les foules, hein. Bon, dans la catégorie événements, on a la semaine prochaine le gros événement concernant Microsoft, c'est-à-dire l'annonce d'Apple avec le One More Thing Event qui devrait avoir lieu normalement mardi prochain. L'idée derrière tout ça, c'est a priori d'avoir des Mac qui fonctionnent sous ARM en relation par rapport à la news juste avant, c'est-à-dire par rapport à Windows 10 X qui normalement a été prévu pour fonctionner sur ARM.
Bon, donc, on verra si Apple arrive à sortir un ordinateur sous ARM qui soit suffisamment performant pour que ce soit intéressant pour tout le monde, quoi. On a dans les informations au niveau d'event, la chose la plus importante, c'est le 16 et 17 novembre prochain. Le mariage de Denis. Encore ? Encore ? Non, je suis déjà marié, moi. Donc c'est le Dev Day. Tu pourras en parler, Adrien. Oui, si tu veux. Donc, le DevD, c'est la 8e édition. On l'a revisite cette année à cause des conditions sanitaires. Donc, on va les faire totalement online. C'est gratuit, contrairement aux années précédentes. Cette année, contrairement aux années précédentes, en plus, on a plein de nouveaux speakers qu'on ne connaissait pas. On leur a laissé la scène et avec des grands speakers comme JC Liberty, qui vient des États-Unis, qui a été vivement recommandé et chaudement recommandé par John Papa. Je ne sais pas si vous connaissez John Papa. Ouais. Et il va nous présenter Git in 1 hour. Get Git in 1 hour. On aura pas mal de sessions avec des Redgate, OpenShift, Cloud Advocate. Enfin, je ne sais pas comment ils appellent ça, les advocates de chez Redgate. Red Hat, pardon, pas de Redgate. Et plein d'autres sessions, mais je vous conseille d'aller directement sur devd.be/agenda et vous aurez tout le planning. Et pour avoir votre ticket, pour réserver votre place, c'est devd.be/ticket. Et on a une keynote le lundi soir, donc le 16 au soir, avec 3 speakers sur des sujets un peu plus, entre guillemets, généralistes. 17, c'est plein de sessions. Il y en a 24 de mémoire. Je crois qu'il y a 3 tracks de 8 sessions, avec plein de sessions la plus techniques. Et la veille, donc les speakers, c'est aussi des gens qui sont intéressants et intéressés aussi de venir nous expliquer leur passion. Notamment, on parlait de différentes personnes. Il y a aussi Guillaume Laforge, qui est un Français, mais qui lui se trouve plus dans le monde du Google Cloud, et qui est entre autres le créateur de Groovy. Donc, il va venir nous parler, pas de ça, de Groovy, il va venir nous parler des serverless. On va avoir également sur tout ce qui est intelligence artificielle, langage naturel, et logiquement un pilote d'avion qui va venir nous expliquer comment il utilise cette technique d'apprentissage qu'il utilise dans les systèmes de pilote d'avion pour venir faire du développement, parce qu'il fait les deux, le monsieur. Il pilote des avions le jour et il développe la nuit. Ou inversement. Ou inversement, oui, peut-être. Ou en même temps, on ne sait pas. Potentiellement, on l'a déjà eu pour aller jusqu'aux États-Unis pour le MVP Summit, parce qu'il est chez British Airways. Potentiellement. Peut-être. Oui, c'est en anglais. Donc voilà. Donc inscrivez-vous, comme on le disait, c'est gratuit. On vous attend. Sympa. Bien, écoutez, a priori c'est tout pour les actualités. On va passer à la deuxième partie concernant l'accès à la base de données. Si vous avez envie de discuter des technologies .NET avec nous, venez nous rejoindre sur notre Slack, devapspodcast.slack.com, en nous envoyant votre adresse email à slack@devaps.ms. À très vite sur Slack. On voit que tu as des to-do à terminer, il y en a 3. Bon, c'est pas grave. Donc, si tu as partagé que l'application PowerPoint, ça marche pas. Ouais, je sais pas, on s'en fout. Bon, bref. Donc, l'idée, c'est de regarder un petit peu, une chose qui est un petit peu fondamentale au niveau de l'ensemble de nos applications, c'est comment on accède aux bases de données. Donc, actuellement, il y a un système, entre guillemets, qui est un peu en vague, qui s'appelle Entity Framework au niveau des applications .NET. Et donc, on va voir un petit peu quels sont les avantages, les inconvénients et pourquoi utiliser ou ne pas utiliser Entity Framework. Au niveau historique, je reviens en 1992. Donc, on avait comment accéder aux bases de données. On avait Microsoft Jet qui était sorti avec Access 1.0 et qui permettait d'accéder aux bases de données, mais uniquement les bases de données de genre Access ou genre de choses.
avec un moteur qui s'appelle DAO, moteur DAO qui d'ailleurs est toujours disponible au jour d'aujourd'hui. Hein, si vous créez à l'intérieur de votre application de Word, vous pouvez toujours accéder aux bases de données JET avec ce moteur DAO. Donc avec une notion de record set. Un peu plus tard, il y a eu la notion de RDO, donc Remote Data Object, donc qui permettait d'accéder aux bases de données qui étaient un petit peu distantes. Donc, on pouvait imaginer d'avoir une base de données Access sur le réseau et de pouvoir y accéder. En 1996, il y a eu une nouvelle version qui a été nommée ADO. Alors, ce que j'ai appelé le cauchemar MDAC. Alors, pourquoi? Parce que il y a eu 250 000 versions de MDAC qui sont sorties en quelques mois et au fil des années pour pouvoir accéder aux bases de données. Ce modèle ADO était basé sur des drivers OLDB et des drivers ODBC. Et donc, au niveau code, on avait la notion de connection, la notion de commande et la notion de record set. Et puis, en 2002, ça s'est un petit peu calmé. On a eu la notion de ADO+, qui est devenue ADO.NET, avec cette notion de fournisseur managé, où donc on avait ces fournisseurs. L'idée, c'était d'avoir une couche globale qui permettait d'accéder à des drivers de type OLDB qui eux-mêmes permettaient d'accéder aux différentes couches natives des serveurs de base de données de type SQL, Oracle, etc. Donc au début, on a eu uniquement des versions pour SQL Server, pour Oracle, pour ODBC, et on a eu même des drivers OLDB pour ODBC qui ont permis d'accéder aux différentes données. Donc à l'intérieur, c'était relativement simple. On avait un objet connection, un objet commande et un objet data reader. Ces trois objets permettaient de se connecter à la base de données et d'interagir avec la base de données. On avait donc uniquement ces trois objets, j'insiste, parce qu'on avait après la possibilité d'avoir une représentation en mémoire des données avec les datasets et les data tables. Au début, on représentait surtout, Microsoft faisait surtout une présentation sur les datasets et les data tables, mais in fine, derrière, tout ce qui se passait, c'était uniquement d'avoir un objet connexion qui permettait de se connecter à la base de données, un objet commande qui permettait de définir quelle était la commande qu'on allait envoyer à la base de données, et un objet data reader qui permet de lire le résultat de l'interrogation de la base de données. Donc derrière, quand on avait un data table ou un dataset et qu'on remplissait des informations à l'intérieur, de toute façon, derrière, on avait toujours les connections, les commandes et les data readers. J'insiste là-dessus parce que j'ai eu une fois une conversation avec quelqu'un qui insistait en me disant que, par exemple, pour Entity Framework, il était plus optimisé que de l'accès avec des data readers ou des objets commandes. Non, de toute façon, quelle que soit la façon dans laquelle on veut se connecter avec une base de données, de toute façon, in fine, en .NET, au jour d'aujourd'hui, on a toujours ces trois objets qui sont les connections, les commandes et les data readers. Si on regarde au niveau d'ADO.NET, comment ça se représente, si on regarde, si on fait une interrogation au niveau de la base de données,
on a un objet connexion qui est créé. Donc, je ne sais pas si vous voyez avec les interrogations. Enfin, est-ce que vous voyez l'écran? Bon. On voit ton écran en mode édition. On voit ton PowerPoint en mode édition. D'accord, bon, c'est pas grave. Donc, on fait une première connexion à la base de données avec le new SQL command, puis après le new SQL connection, puis après on crée une connexion, une commande avec un new SQL command dans lequel on passe quelle est la requête que l'on veut exécuter. Dans notre commande, on lui rajoute les différents paramètres. Donc là, on évite de faire de la concaténation, donc on utilise les paramètres pour pouvoir définir ce que l'on veut interroger. Et puis ensuite, on récupère le data reader avec notre execute reader qui nous permet de récupérer les informations. Et ensuite, notre reader, il nous renvoie un tableau d'objets. Et à chaque fois, on est obligé de faire un certain nombre d'opérations de casting pour pouvoir récupérer ces différentes informations. Donc, notre objet client qui a un ID, un nom, une adresse, un code postal et une ville et un actif, à chaque fois, on est obligé de faire un casting. Donc, pour l'ensemble des objets, là, ID, nom, personne, ID, nom, prénom, adresse, etc., il n'y a pas de problème. Mais par exemple, pour le champ actif qui, lui, est nul, a une possibilité d'être nul en base de données, on est obligé de faire une interrogation pour pouvoir faire le casting de façon safe. Donc on voit qu'on a, on a quand même pas mal de lignes de commande à écrire qui sont un peu complexes, qui fait que il y a un certain nombre de gens qui se sont dit tout ça c'est bien gentil, mais c'est un peu lourd à écrire. Donc derrière, quelles sont les solutions, pour résoudre tout ça? Soit on fait de la génération de code, c'est-à-dire que par rapport à notre base de données, on va générer automatiquement le code correspondant à ce qu'on a vu juste avant. Ce qui est une solution qui n'est pas idéale et puis surtout qui est très complexe in fine à mettre en œuvre. Ou alors, on a des possibilités de mettre en œuvre ce qu'on appelle des ORM qui vont faire tout ça pour nous. Donc, dans les différents ORM qui existent, qui ont été mis en œuvre, la première solution, ça a été Link2SQL, anciennement D-Link, qui a été une solution au moment où Microsoft a lancé tout ce qui concerne les Link to XXX. Donc on avait Link to Object, Link to XML et Link to SQL. Donc qui faisait de la génération automatique de requêtes SQL par rapport à des objets, enfin des entités. Et puis rapidement, cette solution a été abandonnée. Il y a eu une deuxième solution. Alors j'ai marqué Object Space, je ne me souviens plus exactement du nom, mais ça a été juste après D-Link, qui aussi a été une solution proposée par Microsoft qui a été rapidement annulée. Après, on avait des solutions externes qui ont été des adaptations de ce qui existait en Java avec NHibernate. Donc, NHibernate qui, pour l'instant, existe toujours, mais personnellement, pour ma part, en ce qui me concerne, je n'ai pas
Je ne connais pas de sociétés qui ont poursuivi avec NIBRnet. Et on avait également Entity Framework qui est apparu à ce moment-là, qui était une solution qui a permis de pouvoir se connecter et d'avoir une représentation objet de ce qui se passe à l'intérieur de votre base de données. Donc, ce que je dis, c'est que le Survivor, ça a été Entity Framework au niveau des applications .NET. Il est toujours présent et toujours supporté à l'intérieur de .NET Core. Il est open source et il a deux possibilités de modélisation qui est soit en DB First, soit en Model First. Donc DB First, ça veut dire que vous avez votre base de données et puis on adapte nos modèles objets par rapport à ce qui existe en base de données, ou alors vous créez vos objets au sein de votre application et vous allez générer votre base de données derrière. Derrière, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, personnellement, pour ce qui me concerne, puisque je ne suis pas vraiment un pro concernant Entity Framework, ça veut dire que vous avez un modèle qui est de toute façon qui est intrusif. Ça veut dire que ce soit, dans les deux cas, vous avez, à partir du moment où vous faites de l'Entity Framework, vous allez être intrusif au niveau de votre base de données, c'est-à-dire que vous allez rajouter des tables au sein de votre base de données, des tables qui vont être des tables de maintenance pour Entity Framework qui vont gérer ce qui se passe au niveau de l'évolution de votre base de données, de la modélisation de votre base de données, ce genre de choses. La deuxième chose, c'est que souvent, moi, ce que je vois, c'est que au niveau de la couche d'accès à la base de données, on a une exposition sous forme de eQueryable. Donc, eQueryable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez avoir une représentation de vos objets. Par exemple, un objet société qui a des personnes. Donc, vous avez une société à un certain nombre de personnes. Et donc, si vous exposez vos objets société de format eQueryable, ça veut dire que vous pouvez dire, au niveau du code, vous pouvez dire, je veux avoir l'ensemble des personnes de la société dont le nom commence par A. Concrètement parlant, ça va être, vous allez pouvoir exécuter votre requête, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez, et donc au niveau de votre code, vous allez pouvoir exécuter une requête SQL qui va être générée dynamiquement, et cette requête SQL générée dynamiquement, vous n'avez absolument aucune maîtrise. Et donc, vous pouvez avoir n'importe quel type d'interrogation SQL qui va être faite au niveau de votre base de données, sans qu'il y ait la moindre optimisation, sans qu'il y ait la moindre maîtrise de la part de l'administration de votre base de données. Et donc, moralité, vous allez avoir un petit peu n'importe quoi qui peut être exécuté. Et donc, concrètement parlant, vous pouvez dire, je veux l'ensemble des personnes de ma société dont la date de naissance est supérieure à 2005. Et si vous avez 250 000 personnes qui ont été dans votre base de données et qu'il n'y a pas eu d'index qui ont été mis sur la colonne date de naissance, vous avez des perfs qui peuvent être catastrophiques. Et en réalité, votre code, il va pas du tout être optimisé et vous avez personne, le développeur va pas être capable d'expliquer pourquoi
c'est pas cool, quoi. Allô? On est là. On est là. Donc, oui. Non, vas-y. Oui. Donc on a ces ORM. Ces ORM, c'est quoi? C'est véritablement une représentation objet de l'ensemble des tables qui sont à l'intérieur de votre base de données. L'idée qu'il y a eu derrière, ça a été de créer des micro-ORM. Donc l'idée, c'est uniquement non pas d'avoir une représentation de vos objets en mémoire, mais de permettre de simplifier l'accès à votre base de données. Donc, un des exemples de ces micro-ORM, c'est notamment Dapper, qui a été développé pour Stack Overflow. Donc, au début, ça a été juste un seul fichier. Bon, maintenant, c'est un petit peu plus complexe. Donc, qui est basé uniquement sur des méthodes d'extension. Et donc, si on regarde par rapport à ce qui se passait en ADO.NET, où là, on avait donc l'ensemble de ces lignes qui sont relativement complexes, dans lesquelles on demande de faire le casting de l'objet. Là, au niveau d'ADO.NET, de Dapper, il suffit juste d'interroger cette méthode d'extension qui s'appelle query async. On lui dit qu'il y a une méthode de type dans laquelle on définit l'objet que l'on veut retourner. Et on a juste en 3 lignes de commande exactement la même chose. Derrière, ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, au niveau de Dapper, le casting, donc il y a une série d'optimisations, et le casting fait une génération en mémoire en code IL de ce qu'il faut faire, quoi. Donc, ce qui fait qu'au niveau performance, on a quelque chose qui est très proche de ce que l'on a en ADO.NET, alors que quand on fait la même chose, par exemple, avec NTD Framework, où là, on a du code non pas généré à la volée, on a du code qui est beaucoup plus long. Donc, au niveau des performances, on a quelque chose qui est très proche des ADO.NET, qui est... Voilà. Et ensuite, donc, autre exemple de micro-ARM, c'est SQL Database Command que Denis va nous présenter. Ouais. Je peux reprendre la main? Oui, bah oui. Alors, je vais partager mon bureau aussi. Voilà. Donc, j'ai pas de slide, rien. Donc, c'est juste expliquer rapidement, puisqu'il reste globalement une dizaine de minutes. Donc, comme l'a dit Richard, je ne suis pas spécialement fan non plus, moi, d'Entity Framework. J'ai eu des mauvaises expériences, mais dans des versions précédentes d'Entity Framework où il y avait de la génération de schémas qui n'étaient pas migrés d'une version à l'autre. À partir de .NET Core, ça a été un petit peu mieux, mais effectivement, il y a quand même pas mal de choses qui sont cachées derrière. Et une chose principale, moi, qui me dérange, c'est que on n'a pas la maîtrise et que le développeur qui viendrait faire une modification à un moment donné, que ce soit en termes de config sur le lazy loading et des choses pareilles, ben ça va avoir un impact sur l'ensemble de l'application. Et puis, il y a cet aspect maîtrise, en quelque sorte, d'Entity Framework. Et donc, je pense qu'il y a moyen de faire pas mal de choses correctes avec cet outil-là, mais il faut bien le maîtriser et ce n'est pas toujours simple au départ. Alors qu'en langage SQL, ben, c'est quand même plus simple. Alors, il faut maîtriser le langage SQL. Les commandes de base pour faire du select, c'est quand même assez simple. Mais si on veut aller plus loin, là, il y a moyen de faire des optimisations à ce niveau-là, quoi. Et donc, il y a effectivement Dapper, qui est un framework qui est le plus répandu, je pense, au niveau des micro-ORM pour pouvoir faire des connexions à des bases de données. Il y a une chose, moi, qui m'ennuie parfois avec Dapper, c'est le fait que ce soit principalement des méthodes d'extension sur l'objet SQL Connection, enfin sur l'objet DB Connection de manière générale. Et donc, du coup,
en termes d'écriture, je ne trouve pas ça toujours très élégant. Et donc, j'utilise maintenant quasiment dans tous les projets sur lesquels je travaille un framework que j'ai mis, enfin un toolkit micro-ORM comme ça aussi, que j'ai mis en place il y a des années maintenant. Je vais le montrer ici, voilà, qui s'appelle, comme Richard l'a dit, Database Commons. Et ce Database Commons se trouve derrière un app72, app72 DevData, qui est donc disponible en GitHub ici en open source et qui se trouve en package NuGet à cet endroit. Et donc, il suffit d'aller l'installer, install package, et on a à notre disposition toutes les commandes. Je ne vais pas passer tout en revue, mais toutes les commandes qui se trouvent ici dans la documentation app72.com, et vous avez tout le détail qui se trouve là avec les différentes commandes d'exécution. Donc, c'est du mapping DB. Donc, l'idée, j'ai repris ici pour montrer un projet en WinForm, hein, on montre un petit peu ce qu'on pouvait faire dans le passé, mais de manière très rapide. Donc, il n'y a encore rien. J'ai juste mis ici une bête grille, un data grid pour afficher des données, une zone de texte qui est là. Dans le code, il n'y a absolument aucun code encore qui est mis pour le moment. Et j'ai juste été faire un clic droit Manage NuGet Package et j'ai installé deux packages qui nous intéressent. SQL Client si on veut se connecter sur une base SQL Server. Si c'est Oracle, vous avez l'équivalent Oracle ou MySQL. Enfin, toutes les bases de type SQL sont disponibles. Et évidemment, le app72.dev.data, qui est l'outil qui va me permettre ici de faire, donc on est en version 4.2.4 pour le moment, donc qui va me permettre de faire tout ce que je veux en termes de récupération de data. Alors, pour la petite démo, je vais me connecter sur une base de données qui s'appelle Scott, qui est très simple. C'est une base qui contient globalement 3 tables qui m'intéressent, une table des employés et une table des départements. Si je fais la liste des employés, elle est un peu brute en termes de contenu, mais on a simplement une colonne qui s'appelle ename pour le nom de l'employé, job, MGR, etc. Donc des choses assez simples. Et qu'est-ce que je veux faire derrière ça? Je vais mettre un petit bouton sur mon interface graphique et je vais faire une première commande de base, c'est me connecter pour récupérer des données et de manière brute les afficher à l'écran. Et on va voir que par rapport à l'ADO classique, ça va quand même être un peu plus simple d'avoir des outils qui vont nous aider pour ça. Je vais d'abord créer une connection string qui va être serveur, c'est en local, donc moi c'est en local DB sur un serveur qui s'appelle project v14 sur une database qui s'appelle Scott, c'est celle que je viens de vous montrer. Je vais mettre un petit arrobas devant puisque j'ai un backslash ici, voilà, pour qu'il l'accepte. Ça, c'est ma chaîne de connexion. Et qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir me connecter à cette DB? C'est d'abord ouvrir une connexion propre au système sur lequel je suis. Donc, par exemple, là, je vais créer un SQL connection. Je vais l'appeler connection. Je vais demander de créer un nouvel objet de type SQL connection. Évidemment, si c'est Oracle, MySQL et autres, vous mettez celui qui correspond à ça. Et lors du démarrage de mon application, je vais tout simplement faire un open de cette connexion. Évidemment, au préalable, je lui aurais dit que ma chaîne de connexion, c'est ma petite chaîne de connexion qui se trouve au-dessus. Si je veux être propre, quand je vais fermer mon application, par exemple form closing, je vais lui demander d'aller faire un dispose de ça, faire un close de ma session. Donc je vais faire un sender E. Et je vais lui demander de faire un underscore connection.close. Comme ça, je ferai ça de manière un peu plus propre. Alors, si on est en Web API, ça, j'ai des bonnes pratiques sur le site. Évidemment, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on ouvre la connexion au début de l'appel à la Web API et on la fermera quand on arrivera à la fin de la Web API, mais je reviendrai un peu là-dessus. Si vous avez des questions, vous m'interrompez. Et donc, en 3 minutes pour pouvoir se connecter, qu'est-ce qu'on fait? J'ai un objet, et c'est là un peu la différence avec Dapper, où c'est encore une fois des méthodes d'extension sur l'objet underscore connection ici. Moi ici, c'est un objet qui s'appelle Database Commons, et cet objet, je vais pouvoir le créer via un using parce qu'il est disposable, donc je vais l'appeler CMD, et je vais créer un new database command, dans lequel je lui donne mon objet DB connection, donc dans mon cas, underscore connection. Et une fois que j'ai cette commande, j'ai à ma disposition, une fois que j'ai cette commande instanciée, j'ai à ma disposition une série de propriétés et de méthodes, dont certaines, pour ceux qui ont déjà fait de l'ADO que vous connaissez, c'est notamment command text. Command text, je peux lui demander de récupérer, par exemple ici, l'ensemble de toutes mes données de ma table des employés. Et si je veux récupérer toutes ces données, j'ai juste besoin de faire un execute de, on voit execute dataset, exécuter une ligne.
Donc ça prend simplement la première ligne. Execute scalar, ça va prendre le contenu de la première ligne, première colonne. Donc par exemple, je fais un select count, je vais avoir uniquement ces données-là. Et ici, moi, je vais faire un execute table. Je vais demander de le typer, enfin de le récupérer dans un type prédéfini. J'en ai pas encore créé, donc je vais lui demander de faire ça de manière dynamique. C'est un objet dynamique. C'est pas bien, donc on va le changer après. Ça me donne un contenu, data. Et ce data, je vais aller le taper derrière mon data grid view. C'est data source, c'est ça, égale data. Alors il va générer les colonnes automatiquement, ce data grid. Et donc là, logiquement, en 3 lignes de code, je vais récupérer toutes mes données qui se trouvent dans ma table des employés. Il va lui les convertir. Je vais mettre un point d'arrêt. Il veut bien me rendre la main. Hop, voilà. Mettre un point d'arrêt ici, comme ça, on va se rendre compte où on est. Si j'appuie sur ce bouton, il m'a ouvert ma connexion. On va voir, normalement elle est bien open, elle est bien ouverte, sinon j'aurai un problème. L'état, elle est bien ouverte. Il a récupéré toutes mes données et dans mon objet data, on voit déjà, il y en a 14 et ce sont des objets anonymes qui sont toutes mes colonnes qui ont été typées dans le type correspondant à ce qui se trouvait dans la DB. Si ce sont des données DB nulles, Richard a dit, c'est toujours un problème lorsqu'on fait de l'ADO, ici c'est casté automatiquement en valeur nulle de C#, et inversement, une valeur nulle sera transformée en paramètre DB nul pour la DB dans l'autre sens. Ça, on voit, c'est une date d'engagement, c'est un format date classique C#. On a des chaînes de caractères et ainsi de suite. Et donc, toutes ces données-là, si je continue les exécutions, elles s'affichent ici. Donc, on voit très bien en 3 lignes de code, un micro-ORM, l'objectif, c'est vraiment ça, c'est de transformer, et on voit que ce n'est pas très, très compliqué. L'avantage, c'est qu'on a ici à notre disposition toute une série ensuite de paramètres, de méthodes qui vont nous permettre de traiter ça un peu comme on veut. Notamment, ce que nous, on utilise régulièrement, c'est que le command text, ce n'est pas réellement un string au sens classique du terme. On peut évidemment lui associer un string, mais j'ai également à ma disposition des append line, des append format pour faire du formatage de mes chaînes de caractères. Donc en réalité, c'est une sorte de string builder qui est formatable et convertissable en string si on a envie. Et si par exemple j'ai envie de faire quelque chose d'un peu plus, on va dire, propre dans le projet, en général, dans ma petite feuille, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer ici une méthode publique qui va me renvoyer mon iDatabase command, c'est-à-dire un getDatabase command. Je le propose ici. Et ça, je vais lui dire, vas-y, tu me crées à chaque fois un objet CMD, comme je l'ai fait au-dessus, new database command, et tu me fais bêtement ce retour de cet objet CMD. Alors vous allez me dire, ça ne sert pas à grand-chose, sauf qu'ici, je vais centraliser simplement, j'ai oublié mon underscore connection, je vais centraliser la création de mon objet database command, et l'avantage, si je fais ça, donc si je l'exécute de la même manière, j'obtiendrai exactement le même résultat, mais l'avantage si je fais ça, c'est que je peux accéder à des autres propriétés, notamment je voudrais loguer toutes les requêtes SQL qui vont passer. Là, j'ai directement un logger qui est à ma disposition, et je peux lui dire, tiens, je vais mettre ça derrière, donc la query, je la récupère en paramètres, et je vais lui demander de mettre une action derrière ça, qui va être par exemple un textbox 1.text, je rajoute le contenu de la requête précédente, et je vais lui demander de mettre environment.newline pour me mettre une ligne supplémentaire. Donc si j'exécute, il va récupérer mes données, mais en plus, il va simplement me tracer ici toutes mes requêtes SQL que je suis en train d'exécuter à chaque fois. Et donc là, je peux le faire sur un execute table. Je peux le faire ensuite sur un execute scalar. Si je mets par exemple un select count, je vais pouvoir récupérer ici directement non pas un objet complet, mais un nombre entier, parce que le code me renvoie ça. Et si je veux vraiment typer de manière un peu plus propre, là, je devrais mettre un objet employé, qu'il faut évidemment pouvoir créer. Et donc là, dans les objets disponibles sur cet outil, il y a une rubrique Database Command, et puis il y a différents outils, notamment des outils d'exécution, mais il y a surtout, et ce que nous on utilise à chaque fois, c'est un générateur d'entités, qui est également disponible dans NuGet et également en open source. Donc on peut l'installer tout simplement via cette commande .NET Tools install classique, et ensuite, j'ai juste besoin de faire un dbcmd generate entity, lui demander de générer ça sur base d'une DB et sur base d'un serveur qui est spécifié ici. Donc par exemple, je vais dans mon ligne de commande, je vais taper ceci, sauf que moi, c'est pas localhost, c'est localdb project v14, database Scott. Je lui dis OK.
Alors, j'ai d'autres paramètres pour demander de changer le nom du fichier, etc. Mais dans mon cas, il m'a généré automatiquement un fichier entities.cs. Comme je suis dans mon répertoire de projet, il se trouve ici. Et il est venu se connecter lui-même sur ma DB et il m'a fait un peu ce que fait Entity Framework lorsqu'on fait d'abord la création de la DB. Il m'a généré mes objets, mes entités par rapport à un mapping DB. Et donc, lui, il m'a créé une table, une classe qui s'appelle EMP, correspondant à la table EMP qui se trouve dans la DB. Et donc, tout simplement, ça me permet de remplacer ici EMP, mon namespace devant, entities.mp, EMP. Et donc là, j'ai un objet data qui est vraiment un vrai objet typé, on va dire, avec ses propriétés comme ename, etc. Et donc, son principe, c'est tout simple. Il y a une colonne qui s'appellera ename dans la DB. Il va venir le récupérer et le remplir dans mon objet. Et donc, derrière ça, je peux soit récupérer tout, mais je peux lui demander de récupérer que ename et que la date d'engagement. Il n'y a que ces deux champs-là qui vont se retrouver remplis avec mes données, les données de ma DB. Ce qui est important, je pense, par rapport à Entity Framework ou ce genre de choses, c'est que là, c'est toi qui es maître, entre guillemets, des requêtes que tu vas aller envoyer à la base de données. Et c'est le développeur qui est maître de ce qu'il envoie à la base de données et qui sait ce qu'il envoie véritablement. Et donc, ça, c'est super important. Je veux dire, souvent, on fait des exemples d'accès aux bases de données où on a des bases de données où on a 5000 enregistrements ou ce genre de choses. Mais dès qu'on commence à avoir des millions d'enregistrements au sein de notre table, il faut vraiment, à chaque fois qu'on fait une interrogation, se poser la question, est-ce que l'interrogation que l'on est en train de faire au niveau de notre base de données, elle est optimisée? Est-ce que derrière, le DB admin, il a prévu qu'il y a ce type d'interrogation qui va se faire? Et puis on peut surtout aussi, c'est optimiser les requêtes. Moi ici, je vois, ça c'est une requête très simple. Forcément, il y en a dans le système aussi, mais on arrive parfois à des requêtes en optimisation beaucoup plus complexes, en tout cas en fine-tuning. Moi, je donne toujours l'exemple de faire une jointure entre une table 1 et une table 2, le faire dans un sens, qu'on a des millions de données à l'intérieur de cette table, faire dans un sens la jointure ou dans l'autre sens, ça peut avoir des impacts sur les performances. Et c'est des choses qu'on a énormément de mal à pouvoir gérer via Entity Framework. C'est faisable, on peut customiser des requêtes aussi, mais c'est tout de suite beaucoup plus compliqué, alors que là, on le voit, et on en avait parlé dans des épisodes Meetup précédents, il y a moyen aussi de donner ici un peu de clarté, on va dire, dans le code. Bon, en pratique, nous, ce qui se fait souvent, c'est que moi, je crée ça via SSMS, j'ai un petit outil de formatage, ça me donne ceci, là, je remplace par ce dont j'ai besoin, par exemple, %A%, je fais une exécution, et une fois que j'ai ma requête qui correspond, je fais copier-coller de cette requête, et je viens la coller ici à l'intérieur de mon code. Ça se passe, souvent, ça se passe de cette manière-là. Donc, moi, j'utilise ton truc depuis sur 3 applications depuis des années, mais j'en suis super content, en fait. Et comme tu dis, Richard, enfin, moi, je ne sais pas faire autrement que si je ne vois pas mes requêtes. Si je ne vois pas mes vraies requêtes SQL, ça me casse les pieds, quoi. Et c'est vraiment chouette. C'est quoi tes prochains développements sur ça? Tu en as prévu ou il n'y a rien pour l'instant? À qui, à moi? Ouais. Les prochains, le dernier développement qui a eu lieu sur ça, c'est notamment le mapping partiel d'objets. Donc oui, il faut savoir que le projet, forcément, il évolue régulièrement. Donc le parsing partiel, c'est la possibilité, par exemple, on voit ici la classe des employés, EMP, c'est de parser, de mapper de manière partielle certaines propriétés de la table sur la classe des entités, sur EMP, et pas d'autres, voire d'autres à d'autres moments. Donc on peut jouer un petit peu là-dessus, parce qu'on peut, quand on exécute ici, j'ai la possibilité dans la signature de donner la fonction de mapping que je veux moi avoir. Donc je peux lui dire, tiens, sur chaque ligne, tu fais toi-même la conversion, et donc tu ne fais pas le mapping tel que tu le fais en faisant ename correspond à ename, donc vraiment un mapping direct one-one, mais je peux moi-même ici demander de récupérer à la main, entre guillemets, mes données, et dire, tiens, ename qui est là, que je récupère, j'ai la possibilité de le transformer sous un autre type d'objet, sous une autre forme, par exemple. Et donc, le prochain développement qui va avoir lieu, c'est de pouvoir faire tout ce qui est méthode asynchrone.
Donc Ouais. pour le moment, et ça c'est un problème en partie, enfin il y a moyen de s'en sortir forcément facilement, mais les exécutions se font de manière synchrone, mais la prochaine version, il y aura un execute async ici pour toutes les executes. Donc c'est en cours, c'est presque terminé. C'est vrai. Et il me reste encore quelques petites choses à devoir finir. Mais bon, moi ce que je voudrais dire, c'est, ce qui est véritablement important, c'est d'avoir la notion, on a un DBA qui est responsable de notre base de données et on est client de ce DBA. On parle souvent, enfin, au niveau de développement de code, tout le monde dit, oui, il faut faire du découplage, etc. Mais dès qu'on accède à la base de données, il n'y a plus de découplage. On dit, bah, on va utiliser Entity Framework, et Entity Framework, par exemple, bah, il n'y a pas absolument aucun découplage. Bon, c'est entre l'accès à la base de données et la base de données. La base de données, elle est formatée en fonction de Entity Framework. Il faut mettre à jour les différentes tables de... enfin, je ne sais plus... bref, pour que ça puisse fonctionner, il y a une interaction qui est véritablement forte entre le code et votre base de données. Alors que, je veux dire, par définition, il faut qu'on définisse un découplage complet entre la base de données et votre code. Et il faut véritablement que votre code soit responsable de l'accès à la base de données et qu'à chaque fois que vous dites « je veux avoir l'ensemble des entités dont le nom commence par A et la date de naissance est supérieure à 2500, au 1er janvier 2004 », eh ben, il faut que vous sachiez quel est l'impact véritablement au niveau de la base de données, ou alors que votre DBA vous dise bah non, attendez, ce genre de requête, moi je ne le supporte pas au niveau de ma base de données. Ouais. Dernière chose, et comme ça je termine sur ça, si je rajoute un paramètre, parce qu'évidemment la gestion des paramètres, donc là on voit c'est la récupération, rajouter d'un paramètre c'est le même principe, donc déjà ben, je mets la gestion de mon paramètre par exemple ici, je vais demander de récupérer tous ceux dont le nom de l'employé commence par, enfin contient quelque chose, et le quelque chose, j'ai juste besoin de faire un cmd.addParameter. Là, je peux lui donner un objet complet en lui disant, voilà tous les paramètres, donc un objet paraméteur que je veux créer, mais je peux lui donner valeur par valeur. Et donc, par exemple, je peux soit mettre ici arrobase name et lui donner la valeur que je veux mettre, ou j'aurais pu mettre un objet du type, l'objet anonyme, hop, dans lequel cet objet anonyme, je mets name, qui correspond au nom de mon paramètre, égal, et je mets %A%. Et donc là, il va faire un like sur ce nom-là. Et si j'exécute, il va évidemment aller me rechercher, dans ce cas-ci, tous ceux qui contiennent ou qui commencent, voilà, qui contiennent A. Il y a Allen, il y a Ward, il y a Martin, etc. Il n'y a pas tous, mais il y a uniquement ceux-là. Il m'est arrivé. Et c'est là où tu as ton DB admin qui t'insulte en disant tu me fais une requête pourcentage. Mais au moins, il le sait. Oui, c'est ça. Au moins, on le voit. Et au moins, tu sais d'autres choses aussi, c'est que dans les logs, donc ici on voit, c'est une manière de faire les logs. Une autre manière de faire les logs, et moi celle-là je l'aime bien, c'est de demander d'avoir une action qui s'exécute avant, enfin une action qui s'exécute avant ou après l'exécution de la requête. Et donc par exemple, dans l'exécution de avant la requête, je peux faire ici je récupère l'objet CMD, ça on le voit dans la documentation, et ça, je vais demander de faire mon textbox 1 de tout à l'heure, un texte égal, je vais lui demander de m'afficher, j'ai là mon objet CMD, donc je peux, qu'est-ce que j'ai fait qui ne va pas, CMD point, j'ai pas mon ITLicense, c'est pas un plus égal, c'est pas un événement. Voilà, CMD point, j'ai tout mon objet comment, y compris la command text, ça c'est ce que j'ai tapé, mais j'ai également une command text formatée. Et dans le format.it, je peux demander de récupérer la commande sous forme de texte brut, sous forme d'HTML, ça c'est si vous faites des logs et que vous voulez les avoir en couleur par exemple, et je peux demander également de les avoir avec la définition des variables. Et donc si par exemple je la demande de la faire en texte, vous allez voir tout de suite ce que ça fait. Je vais faire un plus égal ici, et je vais rajouter environment.newline, point virgule. Voilà. J'exécute ça. Ah oui, c'est propriété et c'est pas une méthode, le newline. Si je demande d'exécuter ça, vous allez voir, ça va
si j'appuie sur le bouton, hop, ça m'affiche ici, non pas le @name de tout à l'heure, mais vraiment la requête telle qu'elle doit être exécutée, telle qu'elle va être exécutée par le serveur. Alors moi, ce que j'envoie au serveur, c'est la requête avec les paramètres, parce que ça, c'est ce que l'ADO le fait. Mais l'avantage de faire ceci, c'est que je peux demander de faire ça, de l'exécuter ici, et je ne dois pas passer mon temps à venir remplacer les @name par les valeurs. J'ai juste besoin d'exécuter, ça me donne vraiment les valeurs exécutées sur le serveur. Manière de faire, et par exemple, au type de retour, je peux demander de me dire, tu me fais ça avec une déclaration de variable. Donc, c'est plein de petites options qui sont là pour, en gros, aider la vie du développeur. Voilà. Là, j'ai une déclare @name. Donc, ça, c'est vraiment la requête telle que je l'ai écrite. Et tous mes paramètres sont mis en déclaration. Donc, j'ai juste besoin de faire CTRL-C. Je reviens là, j'exécute. Ça me donne le même résultat aussi. Et là, je peux jouer avec ce paramètre-là. Dire, moi tous ceux qui sont les... Donc, Ok. en gros, des outils qui permettent de simplifier et de mapper tout ce qui se trouve côté client, côté serveur, et de venir faire une transformation des types de chaînes de caractères, des types de données, donc string, datetime et des choses comme ça de l'un à l'autre. Bon, pour résumer, je pense que ce qui est important, c'est surtout que le développeur soit responsable de ces interrogations au niveau de la base de données, donc qu'il utilise de l'Entity Framework, du Dapper ou autre framework. La seule chose qui est véritablement importante, c'est qu'il soit véritablement responsable de ce qu'il fait au niveau des interrogations, et d'éviter de dire c'est pas moi, c'est Entity Framework qui fait une requête à la con, je sais pas ce qu'il fait derrière. Et pour certains qui aiment bien utiliser Entity Framework, parce qu'il y a certains aussi qui aiment bien utiliser Entity Framework. Non. Non, juste pour info, il y a deux trucs intéressants à savoir aussi. C'est que on peut faire le système de requête SQL dans du Entity Framework. Oui. Dans ma société, on en a fait, avec le système de mapper identique. Et autre truc, si on aime bien faire sur du link avec Entity Framework et on ne sait pas qu'est-ce que ça génère comme SQL, il y a l'application Linkpad qui est super intéressante, qui permet de retranscrire le link directement à SQL pour voir ce qui est exécuté de côté serveur. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Il y a aussi un outil qui est bête et méchant qui s'appelle SQL Provider. Par exemple, quand on s'interroge avec SQL Server, et la plupart du temps, ça permet de voir qu'on interroge 250 fois la base de données au moment de l'initialisation de notre forme. Il y a plein d'outils comme ça, mais ce qu'il faut retenir, c'est véritablement d'essayer de savoir ce qui se passe. Et tu as raison, les outils comme ça, ou SQL Profiler, ou ce genre de choses, ça permet de savoir ce qui se passe, et c'est véritablement important, parce que la plupart du temps, les gens ne se posent même pas la question. Moi, c'est ça qui me dérange aussi. Entity Framework, je pense qu'il y a des projets qui fonctionnent, et donc il n'y a pas de raison, ça peut bien fonctionner, mais encore une fois, il faut savoir ce qu'on fait, comment on le fait. Et le problème, il suffit d'avoir, moi je parle par expérience parce qu'on a déjà le cas, tu as un stagiaire qui vient une semaine et il te bousille le truc, mais en moins de 2 parce qu'il pensait que ça fonctionnait comme ça, et ben non, quoi. Et ça, personnellement, ça me dérange dans le processus d'Entity Framework. Après, ce que moi je trouve intéressant, c'est qu'il donne beaucoup de facilité pour faire certaines choses, par exemple faire du tri, pour faire des paginations et tout ça, quoi. Mais bon. Oui, tout à fait, ça simplifie la vie du dev sur ça. C'est très compliqué quand on veut faire du SQL. Tu sais le faire en langage SQL aussi, tout ça, mais il faut le connaître en langage SQL, et comme dit Richard, au moins tu le vois. Donc il faut connaître 2 langages au lieu d'en connaître un, mais au moins on a la maîtrise, du truc. Bien, écoutez, on va s'arrêter là. Si vous avez des sujets pour la semaine prochaine, n'hésitez pas. On est preneurs. Écoutez, bonne semaine, et portez-vous bien, et à la semaine prochaine. Ciao. Salut. À plus. Ciao.